Loi 22. Capituler à temps. Principe. Quand vous avez le dessous, ne continuez pas pour l'honneur. Rendez-vous. La capitulation vous donne le temps de vous refaire une santé, le temps de tourmenter et d'irriter votre vainqueur, le temps d'attendre que son pouvoir périclite. Ne lui laissez pas la satisfaction de la victoire. Hissez le drapeau blanc. En tendant l'autre joue, vous le rendrez furieux et le déstabiliserez. Faites de la capitulation un outil de pouvoir. Violation de la loi. L'île de Milo, Mélos en grec, occupe une position stratégique au cœur de la Méditerranée. Dans l'Antiquité, tandis qu'Athènes dominait la mer et la zone côtière, la ville de Sparte, située dans le Péloponnèse, avait très tôt colonisé Milo. Pendant la guerre du Péloponnèse, les habitants de Milo refusèrent de s'allier à Athènes et demeurèrent fidèles à Sparte. En 416 avant Jésus-Christ, les Athéniens montèrent une expédition contre Milo. Cependant, avant de jeter toutes leurs forces dans la bataille, ils envoyèrent une délégation pour persuader les habitants de l'île de se rendre et de devenir des alliés plutôt que de connaître le carnage de la défaite. « Vous savez aussi bien que nous, » déclarèrent les envoyés d'Athènes, « que la justice dépend de l'équilibre des forces en présence. En réalité, le fort se permet ce qu'il a le pouvoir de faire et le faible accepte ce qu'il est obligé d'accepter. » Quand les habitants de Milo répondirent que cela était contraire à toute justice, les Athéniens répliquèrent que seuls ceux qui ont le pouvoir décident ce qui est juste ou non. Les Méliens ripostèrent que cette autorité appartient aux dieux et non aux mortels. « Notre avis sur les dieux et notre connaissance des hommes, » répliqua un membre de la délégation, « nous conduit à conclure que c'est une loi de la nature, générale et nécessaire, de faire peser son pouvoir sur tout ce que l'on peut dominer. » Les Méliens s'obstinèrent. Sparte, insistèrent-ils, viendrait à leur aide. Les Athéniens répliquèrent que les Spartiates, peuple conservateur et plein de bon sens, n'aideraient pas Milo parce qu'ils n'avaient rien à y gagner et beaucoup à y perdre. Finalement, les Méliens commencèrent à parler d'honneur, de résistance de principe à la force brutale. « Ne vous laissez pas égarer par un sens de l'honneur mal placé, » répliquèrent les Athéniens. « L'honneur conduit souvent les hommes à leur perte quand ils doivent faire face à un danger évident qui met en jeu leur amour-propre. Il n'y a rien de honteux à céder à la plus grande cité hellène quand elle vous propose des termes de reddition raisonnables. » Le débat prit fin. Les Méliens tinrent conseil entre eux et, résolus à croire en l'aide de Sparte, à la volonté des dieux et à la justesse de leur cause, ils déclinèrent courtoisement l'offre des Athéniens. Quelques jours plus tard, les Athéniens envahirent Milo. La résistance des Méliens fut héroïque, mais les Spartiates ne vinrent pas à leur rescousse. Après plusieurs attaques infructueuses, les Athéniens mirent le siège devant la capitale, et celle-ci finit par tomber. Les Athéniens ne perdirent pas de temps. Ils passèrent au fil de l'épée tous les hommes en âge de porter les armes, vendirent les femmes et les enfants comme esclaves, et repeuplèrent l'île avec leurs propres colons. Seule une poignée de Méliens survécut. Interprétation. Les Athéniens étaient des pragmatiques. Ils proposèrent aux Méliens la solution la plus réaliste possible. Quand on est faible, rien ne sert de se battre pour l'honneur. Personne ne vient en aide aux faibles. En le faisant, on se met inutilement dans le plus grand péril. Les faibles sont seuls. Ils doivent se soumettre. Le combat ne conduit qu'au martyre et entraîne la mort de beaucoup de gens qui ne croyaient pas en cette cause perdue. La faiblesse n'est pas un péché et peut même devenir une force si on apprend à s'en servir correctement. Si les Méliens s'étaient rendus dès le début, ils auraient été en position de saboter l'action des Athéniens par des moyens subtils, ou ils auraient pu obtenir ce qu'ils voulaient grâce à une alliance provisoire,
a dénoncé une fois les Athéniens affaiblis, comme cela s'est effectivement produit quelques années plus tard. La fortune est changeante, et les puissants sont souvent rabaissés. La capitulation cache un grand pouvoir. Pendant que l'ennemi, content de lui, savoure son avantage momentané, on a le temps de se remettre, de saboter et de prendre sa revanche. À l'approche d'une bataille que l'on ne peut gagner, ce délai est plus précieux que tout l'honneur du monde. Les gens faibles ne distinguent jamais ce qu'ils veulent de ce qu'ils voudraient. Cardinal de Retz, 1613-1679, Mémoire. Respect de la loi. Dans les années 1920, l'écrivain allemand Bertolt Brecht devint ardemment communiste. Ses pièces, ses essais et ses poèmes reflétaient sa ferveur révolutionnaire. Il s'appliquait à rendre ses prises de position idéologiques les plus claires possibles. Quand Hitler arriva au pouvoir en Allemagne, Brecht et ses amis communistes furent pourchassés. Brecht avait beaucoup d'amis aux États-Unis, des Américains qui partageaient ses croyances, des intellectuels allemands qui avaient fui Hitler. Par conséquent, en 1941, Brecht émigra aux États-Unis. Il choisit de s'installer à Los Angeles, où il espérait gagner sa vie dans le cinéma. Les années suivantes, Brecht écrivit des pièces avec un parti pris anticapitaliste marqué. Il eut peu de succès à Hollywood. Aussi, en 1947, une fois la guerre finie, il décida de rentrer en Europe. La même année, cependant, la commission du Congrès américain sur les activités anti-américaines commença ses enquêtes sur d'éventuelles infiltrations communistes à Hollywood. Elle rassembla des informations sur Brecht, qui avait si ouvertement prôné le marxisme, et le 19 septembre 1947, un mois avant la date prévue pour son départ des États-Unis, il reçut une assignation à comparaître devant la commission. En même temps que Brecht, un certain nombre d'écrivains, de producteurs et de metteurs en scène étaient convoqués. Ce groupe fut par la suite connu sous le nom Hollywood 19. Avant de se rendre à Washington, le groupe se réunit pour décider d'un plan d'action. Ils optèrent pour l'affrontement. Au lieu de répondre aux questions sur leur adhésion au Parti communiste, ils liraient des déclarations qui mettraient en cause l'autorité de la commission et dénonceraient ses activités comme anticonstitutionnelles. Même si cette stratégie signifiait la prison, cela ferait connaître leur cause. Brecht n'était pas d'accord. À quoi bon, demanda-t-il, jouer les martyrs et gagner une maigre sympathie de la part du public, si cela leur faisait perdre pour de longues années la possibilité de faire jouer leurs pièces et de vendre leurs scénarios. Ils étaient tous bien plus intelligents que les membres de la commission. Pourquoi s'abaisser au niveau de leurs adversaires en polémiquant? Pourquoi ne pas se montrer plus malins qu'eux en abondant dans leur sens, tout en se moquant subtilement d'eux? Le groupe écouta Brecht jusqu'au bout, mais décida de ne pas changer de plan, laissant Brecht agir à sa guise. La commission convoqua Brecht le 30 octobre. On s'attendait de sa part à la même conduite que celle des autres membres du groupe Hollywood 19. Protester, refuser de répondre aux questions, remettre en cause la légitimité du comité et même hurler des insultes. À la grande surprise de la commission, Brecht fut un modèle d'amabilité. Il mit un costume, ce qu'il faisait rarement, fuma le cigare, il savait que le président de la commission était grand amateur de cigares, répondit poliment aux questions et accepta leur autorité avec déférence. Contrairement aux autres personnes interrogées, Brecht répondit clairement, par la négative, à la question de savoir s'il appartenait au Parti communiste. Un membre de la commission lui demanda « Est-il vrai que vous avez écrit des pièces révolutionnaires ?» Brecht avait écrit quantité de pièces d'idéologie ouvertement communiste, mais il répondit « J'ai écrit un certain nombre de poèmes, de chansons et de pièces pour combattre Hitler. Et bien sûr, cela peut être considéré comme révolutionnaire, car je souhaitais la chute de ce gouvernement. » Cette déclaration ne fut pas contestée.
Brecht parlait anglais tout à fait correctement, mais il utilisa un interprète pour son témoignage, ce qui lui permit de jouer sur des erreurs de traduction. Quand des tendances communistes étaient décelées dans les éditions anglaises de ses poèmes, il citait les vers en allemand à l'interprète qui les traduisait. Il paraissait alors totalement inoffensif. Un membre de la commission lut un des poèmes révolutionnaires de Brecht à voix haute en anglais et lui demanda si c'était bien ce qu'il avait écrit. « Non, » répondit-il, « j'ai écrit un poème allemand très différent de ce que je viens d'entendre. » Les réponses insaisissables de l'auteur déconcertaient les membres de la commission, mais sa courtoisie et sa façon de se soumettre à leur autorité ne pouvaient que les amadouer. Après à peine 1 heure d'interrogatoire, les membres de la commission étaient fixés. « Merci beaucoup, » lui dit le président. « Vous êtes un bon exemple pour les autres suspects. » Non seulement ils le libérèrent, mais ils lui offrirent d'intervenir s'il avait le moindre problème avec les services d'immigration qui auraient pu tenter de le retenir. Quelques jours plus tard, Brecht quitta les États-Unis et n'y retourna jamais. Interprétation. L'attitude offensive du groupe Hollywood 19 valut à ses membres beaucoup d'estime. Des années plus tard, l'opinion publique les réhabilita. Mais dans l'intervalle, ils restèrent sur liste noire et ne purent travailler correctement. Brecht, de son côté, avait exprimé sa révolte contre cette inquisition de façon indirecte. Ses convictions ne changèrent pas d'un iota, il ne fit pas litière de ses valeurs. Au contraire, pendant sa courte déposition, il se joua de ses censeurs par une soumission feinte, tout en les abreuvant de réponses vagues et de mensonges effrontés qui leur échappèrent, parce qu'ils étaient fondés sur des calembours et des jeux de mots intraduisibles. Finalement, contrairement à ceux qui furent emprisonnés aux États-Unis, il garda la liberté de publier ses écrits révolutionnaires, car il s'était moqué de la commission subtilement, avec une fausse déférence. Souvenez-vous, ceux qui font étalage de leur autorité sont facilement dupés par une apparence de capitulation. Votre soumission simulée leur donne l'impression d'être importants. Satisfaits d'être respectés, ils deviennent les cibles faciles d'une contre-attaque ultérieure ou se font ridiculiser, comme ce fut le cas avec Brecht. Visez le pouvoir à long terme. Ne sacrifiez pas à la gloire éphémère du martyr. Au passage d'un grand seigneur, le paysan avisé s'incline par devant et pète par derrière. Proverbe éthiopien. Les clés du pouvoir. Un obstacle majeur sur le chemin du pouvoir est souvent de réagir de façon démesurée aux actes des ennemis et rivaux. Il faut s'abstenir de tout excès et rester raisonnable pour éviter l'effet boule de neige. L'ennemi peut à son tour perdre tout bon sens, comme le firent les Athéniens en massacrant les Méliens. Si l'on se surprend à prendre trop la mouche face à la provocation, il vaut parfois mieux renoncer au combat, tendre l'autre joue et courber la tête. L'adversaire, surpris par votre apparente docilité, reste perplexe devant l'absence de résistance. En se soumettant, on prend ainsi le contrôle de la situation. La capitulation fait partie d'un plan plus général visant à se faire passer pour vaincu. C'est le fondement même de cette tactique. Intérieurement, on reste de marbre, mais extérieurement, on plie. Privé d'une raison de se mettre en colère, l'adversaire est dérouté. Et comme il est peu probable qu'il réagisse avec une violence renouvelée qui exigerait d'être combattu, on a le temps et toute l'attitude de mettre au point une contre-attaque décisive. Dans la lutte de l'intelligence contre la force brutale, la tactique de la capitulation est l'arme suprême. Elle nécessite un sang-froid total. Ceux qui capitulent réellement abandonnent leur liberté et risquent de se laisser écraser par l'humiliation de la défaite. Souvenez-vous que dans ce cas, votre capitulation n'est qu'apparente, comme celle de l'animal qui fait le mort pour sauver sa peau.
Nous avons vu que la reddition est parfois préférable à la lutte. De surcroît, face à un adversaire plus puissant, il est souvent plus avisé de se rendre que de fuir. La fuite ne fait que différer la défaite. La capitulation, en revanche, permet de se lever autour de l'ennemi et de lui planter ses crocs dans la chair. En 473 avant Jésus-Christ, Gujian, souverain du royaume chinois de Yue, connut une cuisante défaite devant Fuchai, roi de Wu, lors de la bataille de Fujiao. Gujian voulait fuir, mais un conseiller lui recommanda de se rendre et de se mettre personnellement au service de Fuchai. Il pourrait ainsi observer son ennemi à loisir et préparer sa vengeance. Gujian décida de suivre cet avis, abandonna au roi de Wu toutes ses richesses et obtint de travailler dans les étables de son vainqueur comme le dernier des domestiques. Pendant 3 ans, il s'humilia devant Fuchai, qui, satisfait de sa loyauté, finit par lui permettre de rentrer chez lui. Gujian avait passé ces 3 années à recueillir des informations et à comploter secrètement sa vengeance. Quand une terrible sécheresse s'abattit sur Wu et que le royaume fut affaibli par des troubles internes, il leva une armée, envahit le pays et le conquit facilement. Tel est le pouvoir de la capitulation. Elle donne le temps et la disponibilité nécessaires pour planifier une contre-attaque dévastatrice. Si Gujian s'était enfui, il aurait manqué cette opportunité. Quand le commerce européen commença à menacer l'indépendance du Japon au milieu du XIXe siècle, les Japonais réfléchirent à la façon de se débarrasser des étrangers. Le conseiller du shogun, Ota Masayoshi, écrivit en 1857 une note qui allait pour longtemps définir la politique japonaise. Je suis par conséquent convaincu que notre politique doit être de conclure des alliances, d'envoyer des bateaux dans tous les pays étrangers et d'y faire commerce, de copier les étrangers dans ce qu'ils ont de meilleur et de pallier ainsi nos propres faiblesses, d'encourager notre force nationale et de perfectionner nos armements. Ainsi, progressivement, nous soumettrons les étrangers à notre influence jusqu'à ce que tous les pays du monde connaissent les bienfaits d'une parfaite tranquillité et que notre hégémonie soit reconnue partout. C'est une brillante application de la loi. Utilisez la capitulation pour avoir accès à son ennemi. Apprenez ses manières. Insinuez-vous dans sa vie. Conformez-vous extérieurement à ses coutumes, mais intérieurement conservez votre culture propre. Vous en sortirez victorieux, parce que, tandis qu'il vous considère comme faible et inférieur à lui, et qu'il ne prend aucune précaution contre vous, vous en profitez pour le rattraper et le surpasser. Cette forme douce et discrète d'invasion est souvent la plus efficace, parce que l'ennemi n'a rien contre quoi réagir, se préparer ou résister. Si le Japon avait résisté à l'influence occidentale par la force, il aurait risqué une occupation dévastatrice qui l'aurait définitivement détruit. La capitulation offre le moyen de se moquer de ses ennemis, de retourner leur pouvoir contre eux, comme l'a fait Bertolt Brecht. Dans le roman de Milan Kundera, La plaisanterie, fondé sur les expériences de l'auteur dans un camp de Tchécoslovaquie, une équipe de gardiens organise une course de relais, geôliers contre prisonniers. Pour les gardiens, c'est l'occasion de faire étalage de leur supériorité physique. Les prisonniers savent que l'on attend d'eux qu'ils perdent. Ils se soumettent donc en mimant un effort exagéré. Ils claudiquent quelques mètres, puis s'effondrent, boitent, sautillent, tandis que les gardiens les dépassent à toute vitesse. En acceptant à la fois de participer à la course et de la perdre, ils ont obéi. Mais ils ont poussé l'obéissance jusqu'au ridicule. La course en a perdu tout intérêt. L'obéissance poussée jusqu'à l'excès, la capitulation, est ici un moyen de faire la preuve de leur supériorité par l'absurde. La résistance aurait entraîné les prisonniers dans un cycle de violence, les rabaissant au niveau des gardiens. Leur excès d'obéissance, en revanche, a ridiculisé leurs geôliers
tout en interdisant à ceux-ci de les punir. Les prisonniers ont seulement fait ce qu'on leur demandait. Le pouvoir est toujours fluctuant parce que le jeu est par nature fluide. C'est une arène où se déroulent des combats continuels. Ceux qui ont le dessus finissent toujours par se faire renverser. Si l'on est temporairement affaibli, la tactique de la capitulation est parfaite. Elle donne le temps de se relever tout en masquant cette ambition. Elle enseigne la patience et la maîtrise de soi, talent indispensable de ce jeu. Et elle met dans la meilleure position possible pour prendre l'avantage si l'oppresseur est brusquement en difficulté. La fuite et la contre-attaque, quant à eux, interdisent à long terme la victoire. Tandis que si on se rend, on finit presque toujours victorieux. Image, un chêne. Le chêne qui résiste au vent perd ses branches une à une, et il ne reste rien pour le protéger. Le tronc aussi finit par se briser. Le chêne qui plie vit plus longtemps. Son tronc grossit et ses racines s'enfoncent plus profondément et de manière plus tenace. Autorité. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Matthieu 5, 38-41. Traduction œcuménique de la Bible. A contrario, on capitule pour survivre jusqu'au moment où l'on a retrouvé sa force. C'est précisément pour éviter le martyre que l'on se rend. Mais parfois, l'ennemi ne se laisse pas adoucir et le martyre peut être la seule voie. En outre, cet exemple peut être contagieux et certains peuvent en tirer du pouvoir. Pourtant, le martyre, qui est le contraire de la capitulation, est une tactique floue et complexe et aussi violente que l'agression qu'elle combat. Pour chaque martyr célèbre, des milliers d'anonymes se sont sacrifiés sans que leur geste ait eu de résultat, ni sur le plan religieux, ni sur le plan politique. C'est pourquoi l'on peut dire que, si le martyr apporte parfois un certain pouvoir, il le fait de manière très imprévisible. Et de toute façon, on n'est plus là pour jouir de ce pouvoir, quel qu'il soit. Il y a finalement quelque chose d'égoïste et d'arrogant chez les martyrs, comme s'ils donnaient l'impression que leurs disciples sont moins importants que leur propre gloire. Quand le pouvoir vous fait défaut, mieux vaut malgré tout ne pas avoir recours au contraire de cette loi. N'optez pas pour le martyre. Le retour de balancier est inéluctable et il faut rester vivant pour en bénéficier.